Tadam! Bonjour à tous, je suis Cyril de l'Astérie, c'est le 4e Pentalive. Nous sommes le jeudi 9 avril. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça va dans vos bureaux de fortune, dans votre petite cachette, isolée des prédateurs, que sont les enfants, la famille, les conjoints peut-être? En tout cas, je suis très content d'être là pour ce 4e Pentalive. Pentalive, c'est le live de Pentalogue. Pour ceux qui ne connaissent pas Pentalogue et qui débarquent, Pentalogue, c'est une boîte, hein, c'est une grosse boîte à 1200 personnes, créée en 93. C'est une boîte dont le siège est à Orléans, une boîte internationale, puisqu'ils sont, alors j'ai noté, mais je vais essayer de mémoire, en Roumanie, en Moldavie, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Vietnam, au Mexique, aux États-Unis, en France. Je crois que j'ai les vite. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, j'ai oublié personne. Vietnam, USA, je l'ai dit. Donc c'est une belle boîte dont le métier, c'est une espèce de grande plateforme mondiale de services digitaux, donc assez spécialisée aussi dans l'outsourcing, le freelancing, le recrutement pour les boîtes du digital, entre autres. Donc ça étant dit, ça fait maintenant 23 jours qu'on est confiné, et quand on est confiné, on a le temps de réfléchir un peu à ce qu'on va faire de sa vie. Et les idées viennent très vite, hein. Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je deviens entrepreneur? Est-ce que je deviens salarié? Est-ce que je reste salarié? Est-ce que je deviens freelance? Est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais? C'est des questions qui tournent un petit peu en boucle, parce que s'il y a un moment pour y penser, c'est bien maintenant. Et c'est vrai qu'il y a des avantages à devenir freelance. Freelance, ça veut dire qu'on arrête d'être dans la subordination, ça veut dire qu'on arrête de travailler avec des gens un peu bizarres, un peu comme ça, là. I want people to be afraid of how much they love me. No! God, please, no! 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 J'adore. Donc ça, effectivement, ça donne envie de devenir freelance. De l'autre côté, les entreprises se posent la même question. Elles se disent peut-être que j'ai un petit peu trop embauché, peut-être que par les temps qui courent, il faut que je sois un peu plus détendu, que je ne suis pas obligé d'embaucher systématiquement des gens, peut-être travailler avec d'autres plus ponctuellement, essayer de trouver les meilleurs, l'élite. Tu veux savoir qui est le meilleur ici? C'est lui, Iceman. Toujours de glace, du sang-froid et jamais d'erreur. Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Vous deux, vous avez été désignés pour entrer à Top Gun. Vous êtes la crème des pilotes de l'aéronaval. Une élite. Eh ouais, une élite, le Top Gun. Et donc, il faut effectivement réfléchir. Est-ce que c'est quoi l'alternative à ce monde qui s'est un peu remis en question là, ces derniers temps, ces derniers jours? On se posait déjà la question du freelancing avant le virus. Et là, la question est plus que jamais d'actualité. Alors, celui qui va nous en parler aujourd'hui il s'appelle Hugo Foudraz. Il travaille chez Skill Value. Skill Value, c'est l'entité qui s'occupe du freelancing dans le groupe Pentalogue. Il est très cool. Il va nous expliquer les avantages, peut-être les inconvénients, s'il répond à mes questions. On va voir surtout les avantages, sans doute, et il y en a beaucoup. Et puis, ça va durer à peu près 25-30 minutes. Et puis après, on fera une petite discussion en War Room avec Jeff Mignon, pour parler en général du salariat et de son évolution. Et enfin, après encore, et c'est la première fois, donc ce 4e live, il y aura un webinar. Et ça, c'est chaud, parce que c'est pas simple de monter un webinar. Un webinar qui, normalement, vous savez ce que c'est, hein, déjà, c'est payant. Et là, aujourd'hui, c'est gratuit, c'est cadeau, parce que c'est la crise, parce que c'est le chaos et qu'on a dit qu'on allait aider tout le monde. Donc, c'est Jeff Mignon qui s'y colle avec un webinar super intéressant sur la prise de décision. Donc, ça s'appelle Growth Jam. J'ai hâte de le voir, parce que moi, je connais pas, donc il va m'aider à décider. Donc ce sera après le DEFCON d'Hugo, ce sera après la War Room. Donc tout de suite, on va parler freelancing avec Hugo. Je lance le générique DEFCON. Ah bah non, ce n'est pas Hugo, c'est Christelle qui a beaucoup changé. Mais je t'enlève, Christelle. Voilà, c'est amusant. Alors là, on va s'amuser. Peut-être celui-là. Ah bah non, là, il y a tout le monde. C'est très amusant, ce logiciel. Tadam! Bon, Hugo, comment ça se passe? Bah, plutôt bien, plutôt bien. Donc là, je vais m'enlever en attendant de trouver comment on fait. Présente-toi 2 minutes pendant que je fais mes petites magouilles intérieures. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom, ton nom, et ce que tu fais chez Skill Value, et ce que c'est que Skill Value, s'il te plaît? Alors, donc Hugo Foudraz, donc moi je suis senior business developer au sein des équipes de Skill Value. J'ai repris récemment aussi la responsabilité de l'équipe commerciale et de la partie sourcing.
Donc, Skill Value, écoute, c'est une plateforme qui met en relation des consultants freelance avec des clients qui ont des besoins en termes techniques, ne serait-ce que pour des créations d'applications, des refontes de sites web et éventuellement des projets plus conséquents. Voilà. Donc, c'est une plateforme de mise en relation. D'accord. Alors aujourd'hui, on a parlé du freelancing. C'est un sujet, moi, que je suivais de près ou de loin depuis quelques temps. C'est vrai, tout le monde en parle en disant que le travail est en train de changer. Donc toi qui es à fond là-dedans, est-ce que tu peux commencer par nous dire déjà, est-ce que c'est exactement que le freelancing? Et ensuite, quels sont les avantages que toi tu as déterminés de passer par, d'être un freelance quand on est un individu, et deux, quand on est une entreprise, de passer par un freelance? Alors, effectivement, le freelance, c'est un statut particulier qui est un petit peu à la mode en ce moment. Ça englobe différentes professions, hein. C'est assez large, finalement, le domaine du freelance. Alors, nous, on va être plutôt sur des freelances qui sont des freelances autour de l'informatique. Donc, tout ce qui va être les sujets digitaux, les sujets techniques, les sujets impliquant, finalement, de l'informatique. Donc, c'est des gens qui interviennent ponctuellement sur des missions, qui viennent apporter une forme d'expertise, qui viennent amener effectivement, qui viennent suivre des montées en charge chez des clients. Et donc, effectivement, le statut de freelance, c'est en fait quelqu'un qui a créé sa structure lui-même, qui est auto-entrepreneur, donc qui n'est effectivement rattaché à aucune grosse structure, et qui va pouvoir choisir un peu les domaines d'intervention sur lesquels il souhaite évoluer et un petit peu les missions sur lesquelles il souhaite avancer. Voilà. D'accord. Ok. Il faut que tu me regardes davantage. Il faut que tu regardes davantage la caméra, Hugo. Ouais, très bien. Je regarde. Déjà pour avoir la même taille de tête que moi dans l'écran. Ok. Et ensuite pour que les gens je me rapproche. que les gens captent la beauté de ton discours et la puissance de ton regard. C'est sympa, merci Cyril. Alors, quel est le plus gros avantage donc à passer par des freelances quand on est une boîte aujourd'hui, et surtout une boîte dans le chaos là, un petit peu dans la. Le confinement, voilà, c'est effectivement le fait de rester chez soi. Donc, qui dit confinement dit télétravail. Télétravail, c'est travail à distance, et finalement travail à distance, ça fait partie de l'ADN du freelance. C'est quelqu'un effectivement qui est adaptable par définition. S'il a choisi ce métier, s'il a choisi aussi ce statut, c'est en général pour être libre un petit peu dans son planning, libre dans ses horaires. Donc c'est quelqu'un qui forcément, la flexibilité, c'est un peu son maître mot. Donc clairement, dans un contexte comme celui-ci, le freelance prend finalement tout son sens, tout son essor. Puisque c'est quelqu'un qui va pouvoir intervenir rapidement, qui va pouvoir prendre des sujets à bras-le-corps très vite. Il est habitué à travailler sur des sujets souvent assez compliqués. Il rejoint des équipes qui sont déjà constituées. Voilà, donc c'est quelqu'un qui sait effectivement intervenir un peu comme un commando. Je les compare souvent à des commandos. Voilà, c'est des gens qui savent effectivement prendre les sujets à bras-le-corps très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est le premier. C'est quoi? C'est le premier avantage, c'est quelqu'un de flexible. Voilà, la flexibilité, effectivement, tout à fait. D'accord, ensuite. Après, on peut effectivement aussi parler, je l'ai évoqué rapidement, un peu l'expertise. En général, effectivement, on devient freelance parce qu'on a déjà acquis au cours de son expérience une forme de spécialisation. Donc c'est vrai que c'est des gens qui vont pouvoir aussi tout de suite amener sur un sujet très précis les compétences qu'ils ont pu acquérir au cours de leur parcours précédent. Voilà, c'est des gens qui sont de toute façon très qui savent finalement intervenir en tant que spécialistes. Voilà. Après, bon, il y a aussi cette dimension qui est importante, c'est que le freelance, par définition, il est très très attaché à la satisfaction de son client. Globalement, c'est quelqu'un qui fait quand même en sorte que les missions se passent bien, parce qu'il sait très bien que c'est ce qui va lui permettre aussi d'avoir de nouveaux contrats, très clair. C'est un petit monde, hein, finalement. On a l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans ce secteur-là, mais tout le monde se connaît, on passe souvent par les mêmes clients, les mêmes missions, et finalement, l'image de marque est fondamentale. Donc, c'est quelqu'un qui va de toute façon travailler pour satisfaire au mieux son client. Ça, c'est clair et net. Ensuite, il y a éventuellement aussi une dimension prix qu'on peut évoquer, parce que pendant longtemps, on a toujours, pendant longtemps, il était dit, le freelance, c'est cher, le freelance, finalement, c'est un peu compliqué parce que voilà, il n'est pas maîtrisé par une entreprise, mais moi finalement depuis le temps que je travaille avec eux, il y a tous les tarifs, il y a tous les prix, et tout va dépendre effectivement de l'endroit avec de la zone géographique de laquelle il intervient, et finalement on peut s'apercevoir que les prix restent de toute façon très cohérents. Donc c'est aussi un avantage en termes de prix. On va pouvoir sélectionner des régions en fonction des tarifs qu'on souhaite aussi avoir, et du coup ça peut être aussi un avantage. Voilà.
Après, il y a aussi un autre point qu'on peut évoquer, je pense, qui est intéressant, c'est que le freelance, il a un réseau, hein, très clairement. Il est passé par différentes structures, différentes maisons. Il a rencontré au cours de son parcours plusieurs personnes, enfin un certain nombre de personnes, qui effectivement font qu'il s'est constitué un réseau. Donc, au-delà du fait de ses compétences, au-delà de l'aspect expertise, au-delà de l'aspect prix, au-delà de l'aspect effectivement sérieux, il y a aussi le réseau du freelance qu'il ne faut pas non plus négliger, qui peut être un atout pour le client dans le cas d'une montée en charge supplémentaire. Voilà, très clairement. Donc aujourd'hui, il y a combien de freelance qui tournent, en tout cas dans l'écosystème Skill Value? Voilà, actuellement, on va avoir plus de 11 000 freelances qui tournent dans donc qui sont inscrits sur notre plateforme. Donc c'est déjà finalement un beau pool de consultants. Oui. Voilà, du coup. 11 000. Et comment vous les recrutez? Comment vous les trouvez? Bon, on a différents canaux d'acquisition, hein. On a effectivement déjà tout un système de marketing qui nous permet d'automatiser certaines démarches et d'amener le freelance ou d'amener les gens intéressés à s'inscrire sur notre plateforme. Donc ça, c'est tout un système qui est mis en place chez nous par le marketing. Après, on va effectivement aussi avoir des équipes dédiées qui vont pouvoir, en fonction des besoins qu'on va avoir, activer certains leviers. Donc on va passer par différents réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, principalement, et les autres, hein, Twitter également, ces choses-là. Voilà. Après, on va aussi, et on est plutôt partisan de ça, faire appel à de la cooptation. Hein. Il n'y a rien de mieux qu'un freelance qui est recommandé. Mais globalement, on va toujours essayer effectivement de faire passer les freelances par notre plateforme et grâce aux différents, voilà, on va les faire venir grâce à nos différents canaux d'acquisition que j'ai évoqués avant, quoi. Et comment tu sais s'ils sont bons ou si c'est des tocards? Déjà nous, on a quand même Skill Value, c'est aussi un des éléments qu'on a un peu différenciant, c'est qu'on a une plateforme de test. Globalement, on a les moyens de tester déjà techniquement nos freelances, en tout cas ceux qui s'inscrivent et ceux qui le souhaitent, puisqu'on va avoir une batterie de tests assez importante, hein, on va avoir près de 900 tests, ce qui va représenter plus de 30 000 questions. Donc c'est quand même déjà on a quand même le moyen de tester assez largement les gens qui viennent s'inscrire chez nous, puisqu'on va quand même englober globalement tout le scope de technologie actuellement disponible sur le marché. Et puis après, il y a aussi l'expérience des gens avec qui on travaille, de nos talent advocates, de nos business développeurs. Voilà, eux aussi, à force d'avoir entendu parler des projets, à force d'avoir échangé avec les freelances, finalement, ils développent une forme d'expertise eux aussi et sont capables finalement de choisir les meilleurs. Mais alors, attends, les tests, je pige pas. Les mecs qui s'inscrivent, enfin les mecs et les femmes, les hommes et les femmes qui viennent sur cette plateforme, ils sont obligés de faire le test pour s'inscrire. C'est quoi? C'est un... Pas forcément, non. C'est libre à eux de passer les tests. Mais on sait quand même que quelqu'un qui a passé les tests et qui est validé ou certifié, typiquement par Skill Value, dans notre cas, fera qu'il aura de toute façon accès à plus de missions. Enfin, c'est pas qu'on va lui donner plus de missions, c'est que les clients, eux aussi, en venant effectivement chercher le freelance sur la plateforme, en ayant accès à son profil, à pouvoir voir les tests qu'il a passés. Donc, de toute façon, c'est dans son intérêt de les passer, globalement. Voilà. L'idée, c'est pas effectivement de piéger, c'est pas d'essayer de discriminer, c'est pas de mettre de côté. C'est voilà, si vous êtes sûr de vos compétences, passez le test, de toute façon, ça sera qu'un plus pour vous. Et un gros plus. T'as des gros cadors là-dedans ou pas? Est-ce qu'ils se tirent la bourre entre eux, les freelances? Est-ce qu'il y a des concours entre freelances? Franchement, non. Je trouve qu'il y a quand même une bonne entente globale sur le marché. Justement, c'est un peu ce que j'évoquais précédemment, le réseau. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui doit effectivement être construit sur le long terme. La compétition, elle se fait naturellement sur le marché du travail. Mais moi, je la ressens pas, si tu veux, entre eux. Il n'y a pas des gens qui vont à un moment donné se... Après, en plus, on est intermédiaire, si tu veux. Donc, on va être entre les deux. On va quelque part aussi pouvoir orienter voilà, la concurrence finalement elle est pas visible et pour moi elle est pas présente, très clairement. Et qu'est-ce qui empêche les gens, les boîtes, de passer en direct pour trouver les free en fait? Pourquoi Alors, ouais, ça c'est une bonne question. Déjà, on essaie de travailler avec des gens à qui on fait confiance. C'est quand même un des premiers piliers de notre métier, c'est la confiance. Donc on essaie de travailler avec des clients et des freelances avec qui on va pouvoir effectivement mettre en place une relation de confiance sur le long terme. Deuxièmement, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, et en tout cas ça dessert en général les gens qui ont essayé de le faire par le passé ou ceux qui ont pratiqué ce genre de choses,
De toute façon, sur le long terme, ça peut être que négatif pour eux. Parce qu'une fois qu'ils ont fait ça, de toute façon, ça reste, on s'en souvient. Et puis, ça ne peut que avoir des conséquences négatives pour eux. Et puis ensuite, effectivement, il y a l'aspect contractuel. On peut contractualiser pour éviter effectivement certains. Mais globalement, moi, je suis quand même plus sur une logique de confiance. On a aussi des équipes qui peuvent discerner rapidement ce genre de comportement. C'est aussi pour ça qu'on est là. Hein. C'est pour effectivement voir si tel ou tel comportement est plus ou moins. Mais globalement, moi, je pense à la confiance. On essaie d'avancer avec des gens à qui on peut faire confiance. Mais là, tu parles si jamais ils ont déjà commencé à bosser avec vous, mais pour des gens qui n'ont pas encore commencé à bosser avec des intermédiaires et qui se disent je vais le faire moi-même, j'économiserai de l'argent. Alors effectivement, ça peut être une solution. Il y en a qui le font, il y en a qui ont un réseau aussi développé, qui sont des seniors, qui sont déjà passés par mais c'est un métier quand même. X boîtes. Et le fait est que c'est un métier. C'est que nous, en fait, si tu veux, c'est ce que j'allais te dire. Faut pas oublier que aussi on va libérer le freelance et également le client de certaines contingences administratives. Nous, si tu veux, en tant qu'intermédiaire, en tant que plateforme, on est là pour fluidifier au maximum les échanges qu'il va y avoir entre un consultant freelance qui est en recherche de travail et puis finalement un client qui a un besoin technique. Nous, on va limiter au maximum la friction, si tu veux. Voilà. Donc c'est là où en fait on a quelque part notre rôle à jouer, c'est que déjà le métier le recrutement c'est un métier, d'accord, c'est quelque chose qui s'apprend pas. Hein. Je pense que les gens parfois il y a pas mal de fondateurs de start-up ou de PME ou d'entreprises un peu plus grosses qui sont pas forcément des gens qui ont la main sur le technique ou qui s'y connaissent. Donc là aussi on va avoir cette capacité à fournir une forme de conseil sur la construction d'équipe. Et surtout, c'est qu'on va pouvoir absorber un ensemble de contingences un petit peu administratives et qui freinent un petit peu la démarche et fluidifier au maximum les échanges. Voilà. D'accord. Alors, je crois que Christelle a une question à poser pour revenir sur les histoires de prix. Oh, Christelle, tu es là encore. Bonjour. Hello. On a une petite question. Je sais que tu l'as mentionné au début de ce live. Peut-être que c'était pas assez clair. Peut-être. Dans les commentaires qui nous demandent cette flexibilité a forcément un prix. Prendre un freelancer coûte plus cher qu'embaucher. Le plus cher, c'est combien plus cher? Le plus cher, le prix de nos freelances le plus cher? C'est ça? Je n'ai pas très bien compris la question du coup. Non. Cette personne a cru comprendre que prendre un freelancer, c'est plus cher qu'un Ah non. Non, pour le coup, c'était un petit peu, c'est surtout effectivement le raisonnement inverse. C'est effectivement ce qui a été pendant longtemps, on a pensé ça, mais c'est pas vrai. En fait, ça voudrait dire tout dépend du profil, tout dépend de la typologie du profil, tout dépend de l'expertise. C'est pas plus cher que de prendre finalement un salarié. Il faut aussi prendre en compte que le recrutement d'un salarié, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, qui implique de nombreuses personnes. Et qui finalement, pendant le temps qu'on passe à recruter, c'est aussi des gens qui sont mis à contribution pour le recrutement et pas forcément sur les tâches auxquelles ils devraient être attelés quotidiennement. Donc il y a aussi un ensemble de paramètres à prendre en compte qui ne sont pas seulement le prix affiché. Alors, parce qu'en fait, c'est sûr, quand on voit parfois le TJM d'un freelance, donc TJM c'est le taux journalier moyen, parfois effectivement on se dit si je multiplie ça avec le nombre de jours, ça peut faire des montants pharaoniques. Mais non, puisque déjà le freelance va intervenir ponctuellement sur des missions qui sont plus ou moins longues. On va être en moyenne sur d'une semaine à 6 mois pour nos missions. Ça peut aller à plus. Mais globalement, dire que le freelance est cher, ça n'a pas de sens puisque ça va dépendre à la fois de la zone géographique dans laquelle il est situé, de sa technologie et finalement de son expertise. Et si on compare ça au recrutement, le recrutement, finalement, quand on voit tout ce que ça implique, qu'on met quasiment 41 jours à recruter quelqu'un, j'en parlais aussi récemment, ça implique du temps et forcément de l'argent. Donc non, le freelance n'est pas plus cher. Je pense que la réponse est bonne. Et pendant que tu répondais à cette question, on en a une deuxième qui est apparue dans les commentaires. J'incite les gens à laisser vos questions dans les commentaires. Est-ce que tout type de profil peut être en freelance? Et cette personne pense notamment au CTO et des profils un peu plus complexes. Alors là, c'est une très bonne question puisque, bien évidemment, on va être très transparent. Tous les profils mais déjà, le freelance, ça sera peut-être un sujet pour élargir un peu, mais globalement, sur la partie technique, tous les profils, donc toutes les compétences techniques qui interviennent sur nos projets peuvent être freelance, du CTO au développeur junior.
Après, il faut effectivement quand même considérer et avoir en tête que pour pouvoir passer freelance, il faut être sûr de pouvoir trouver les missions. C'est quand même un des paramètres les plus importants. Donc, il faut quand même avoir déjà développé une certaine forme d'expertise, parce qu'il faut effectivement être un peu, enfin, une forme de rareté. C'est pas non plus le terme, mais être un peu sexy pour le marché. C'est pas non plus le bon terme, mais je pense qu'on voit l'idée. Donc voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question du coup? Oui, je pense qu'on est pas mal là. Ok. Ouais, en fait, Et d'ailleurs, je voulais aussi rajouter, parce qu'en fait, je voulais rajouter, c'est quelque chose qu'on pratique, puisque nous-mêmes, on a effectivement, on collabore avec des freelances au quotidien et des CTO, dont un de nos éléments au sein de chez Ski Value, voilà, Vincent, qui se met à disposition aussi de nos clients pour pouvoir les aider. Et pour le coup, c'est un freelance. Voilà, donc CTO et freelance, ça marche très bien. Merci. Alors, peut-être à tout de suite, Christelle. Merci à vous deux. Donc, essayons un petit exercice d'introspection ou d'honnêteté. Alors, si on devait dire, à la limite, pourquoi il y a des freins parfois? Quelles sont les peurs ou les freins que se posent les gens avant de passer par des freelances? Alors, là, tu parles effectivement des freins que les clients auraient éventuellement à passer par du freelance? C'est ça que tu évoquais, du coup? C'est ça que j'évoquais. Ok. Le freelance, c'est vrai de facto, il fait pas partie de l'effectif de l'entreprise en tant que tel, donc il n'est pas salarié. Donc globalement, on se dit, est-ce que j'ai vraiment la main dessus? Cependant, comme je l'évoquais précédemment, ce qui compte pour le freelance avant tout, c'est de satisfaire au maximum les besoins de son client. Il y a effectivement cet aspect aussi peut-être parfois qui a été évoqué pendant longtemps sur le marché, c'était la requalification en CDI. D'accord, ça c'était un des gros points. À partir du moment où il y avait un lien de subordination avec le freelance, on pouvait considérer qu'il y avait donc requalification possible. C'est des cas qui ont peut-être pu exister dans le passé au sein de grands groupes pour des freelances qui étaient restés presque 10 ans en mission. Globalement maintenant, l'aspect contractuel, les contrats sont suffisamment clairs et encadrés. Et les gens commencent effectivement déjà enfin, le freelance fait partie un petit peu du monde de l'informatique maintenant, et globalement ce genre de sujet, voilà, il n'y a plus de sujet en fait. Ouais. Voilà. Et puis maintenant les tarifs sont faits plutôt de façon transparente, parce que moi j'ai connu l'époque où alors là c'était la fête du slip. Hein. Alors c'est très drôle ce que tu me dis, parce qu'en fait j'ai encore eu le cas ce matin, je discutais, voilà. Mais effectivement pendant longtemps, il y a eu effectivement une dynamique sur le marché qui était pilotée par la SS2I, qui était pilotée par maintenant les ESN, donc du coup, qui pressurisait un maximum les salaires finalement de leurs employés, parce que le modèle SS2I, pour le rappeler rapidement, c'est embaucher des consultants informatiques au sein de ses équipes, qu'on va derrière après facturer au sein de chez un client. D'accord ? Donc il y a effectivement un salaire qui va être découpé avec un taux par jour, voilà, un montant par jour, auquel on va appliquer un taux de marge. D'accord ? Le fait est que pendant longtemps, le but était de pressuriser au maximum les salaires des consultants et de maximiser sa tarification chez le client. Donc forcément de maximiser sa marge, d'accord. Voilà, c'est le genre de pratique qui est plus que contestable hein, à mes yeux. J'ai pu travailler en ESN, j'ai vu comment ça pouvait effectivement, comment certains pouvaient en exagérer, en abuser. Voilà, mais je pense que maintenant il y a aussi une prise de conscience sur le marché. Je pense qu'il y a beaucoup de consultants qui ont effectivement pris conscience qu'il y avait aussi des abus qui avaient été opérés. Et donc, je pense que la bonne dynamique et la bonne optique, la bonne vision à avoir sur ce sujet, c'est la transparence, très clairement. Donc, de toute façon, tout est clair. De la facturation au client jusqu'au prix effectivement d'achat, donc le prix du consultant, donc du freelance, jusqu'à notre commission, tout est transparent. D'accord. Voilà. C'est bien. Donc, c'est validé. Il y a Christelle qui nous dit qu'elle a encore d'autres questions. Tu es prêt à recevoir, Christelle? Mais avec grand plaisir. Alors voilà, coucou. Et voilà, Ouais, on a eu plusieurs questions là, dans les commentaires pendant que tu t'exprimais. Question sur la confiance. Comment est-ce que vous arrivez à avoir confiance dans le freelancer et en échange à ce que lui vous fasse confiance? C'est une bonne question qui n'est pas facile, mais du coup, de toute façon, c'est comme je l'expliquais un petit peu avant. Je pense que naturellement, on doit faire confiance aux gens. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de prôner, que j'évoque souvent. On doit faire confiance aux gens.
C'est pas pour autant qu'on ne doit pas aussi essayer de minimiser les risques, qu'on ne doit pas effectivement encadrer un petit peu le discours, éviter peut-être au début de donner certaines informations. Il faut quand même être à un moment donné aussi prudent, mais la prudence n'exclut pas la confiance. Voilà. Donc c'est plutôt dans cette démarche-là qu'on s'inscrit, et de dire qu'à un moment, de toute façon, ce que je disais précédemment, si il y a une fois que la confiance est trahie, de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, les dommages pour la personne qui a effectivement fait preuve de malhonnêteté, si je puis dire, c'est pas forcément le terme, mais il y a un peu de ça. De toute façon, c'est lui qui, derrière, en subira les conséquences, si je puis dire. Moi, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de prôner, même avec, effectivement, les commerciaux de chez Skill Value. C'est quelque chose aussi que tout le monde partage chez nous. Voilà. Nous, a priori, on fait confiance. On essaye effectivement d'encadrer, de limiter la divulgation d'informations non nécessaires à la mise en place de la mission, mais globalement, voilà, la confiance, c'est ce qu'on voilà, c'est ce qu'on prône. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parce qu'il y avait deux facettes. Il y avait aussi celle éventuellement de, je sais plus. Est-ce que j'ai répondu à la question globalement, Christelle? Je pense que globalement, tu y as répondu. Ouais, l'autre facette, c'est comment est-ce que les freelancers peuvent vous faire confiance à vous. Mais je pense que tu as répondu à la question. Ouais, c'est la même démarche. Voilà, il y a un moment donné, on n'a aucun intérêt effectivement Et puis, je veux dire, il y a pas beaucoup d'aspects sur lesquels on pourrait cacher des choses aux freelances puisqu'on est transparent sur globalement toute notre démarche. Du moment où on l'a au téléphone, au moment où il rentre en mission, il sait étape par étape ce qui va être fait. Tu vois, on sait exactement à quelle date il va pouvoir rencontrer le client, on lui explique quand est-ce qu'il va pouvoir poser ses questions, on sait à quelle date il va commencer, il est au courant du tarif, notre commission. Globalement, il n'y a pas trop de zone d'ombre. Voilà. Pourquoi tu dis globalement, elle est où la zone d'ombre, Hugo? Elle est cachée. Non, mais en fait, je dis globalement, c'est en fait, il n'y a pas de zone d'ombre. Voilà. Clairement, il n'y a pas de zone d'ombre, on est d'accord. T'as raison. Voilà. J'ai une autre question très intéressante. Quelqu'un qui dit: je sais que Pentalog est très présent en Roumanie, au Moldavie. Est-il possible de faire appel à des freelances en nearshore également? Je pense que c'est effectivement tout à fait possible. Le nearshore n'est pas exclusif. C'est quoi le nearshore pour les gens qui connaissent comment pas? Le nearshore, c'est pour les gens le qui savent pas. Le nearshore, c'est le fait effectivement de prendre un pan d'un projet et de l'externaliser dans un pays limitrophe. Donc ça peut être effectivement un pays comme par exemple, il y a beaucoup de nearshore qui se font au Portugal, qui se font en Roumanie du coup, en Ukraine. Voilà, c'est bénéficier. Il y a effectivement derrière un aspect financier. Hein. C'est aussi le moyen pour certains projets avec une dimension un peu plus importante ou avec un besoin pour sortir vraiment un port complet d'un projet. C'est une solution qui est assez adéquate, quoi. Voilà. Mais le nearshore, c'est pas, voilà, je suis pas forcément, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, le nearshore, mais voilà à peu près la conception globale. Si tu veux que j'affine, n'hésite pas. Mais on bascule pas dans l'outsourcing quand on fait ça, en fait. Si on prend. Si, c'est une forme d'outsourcing, tout à fait. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ouais. Après, il y a effectivement différents termes pour dire un peu la même chose. Mais bon, le terme approprié, c'est effectivement outsourcing. Outsourcing, ça peut être nearshore. Donc nearshore, ça va être ça va être plutôt pour des pays limitrophes. Après, on parle du offshore. Offshore, ça va être là pour le coup dans des pays un peu plus lointains, typiquement l'Inde, la Chine, le Vietnam. Voilà. Donc on parle plus d'offshore là. Voilà. D'accord. Mais ça reste de l'outsourcing globalement. Alors en fait, moi si j'ai bien compris l'outsourcing, la différence avec le freelance, c'est en général un gars ou deux ou trois maxi et pour des périodes très courtes sur des trucs en pompier hyper experts. Je me trompe hein? Ouais. Alors que non, c'est ça. Moi, je suis long terme où tu prends 10 mecs sur 2 ans ou 3 mois, je sais pas. Il y a quand même, quand on parle effectivement de outsourcing, il y a quand même une logique d'équipe. On va quand même avoir déjà une dimension d'équipe un peu plus importante. Le freelance va avoir en général une spécialité, un domaine de prédilection sur lequel il va intervenir chez le client. Typiquement, quand on parle d'outsourcing, on va plutôt prendre des pans entiers d'un projet. Typiquement, je sais pas, le test, la chaîne de test, le développement, qu'on va effectivement externaliser. On peut très bien avoir plusieurs freelances qui interviennent sur le même projet, ça c'est pas du tout incompatible. Après, quand on commence à arriver à une taille un peu critique, il faut quand même qu'il y ait un management un peu plus pyramidal, c'est pas forcément le terme, mais qui encadre un peu plus l'équipe, quoi. Voilà. D'accord. Ok, Christelle, tu as d'autres questions?
Ouais, alors ça, c'est la transition parfaite pour une des deux questions qui me restent, si on a le temps. La Mhm. première question, c'est l'outsourcing et le freelancing sont des super options, des super alternatives au recrutement classique. Pourquoi est-ce que c'est pas plus populaire que ça? C'est pas populaire du coup. Alors, l'outsourcing, en toute transparence, c'est quand même quelque chose qui est déjà pratiqué dans pas mal de grosses structures. Maintenant, je pense il y aurait de l'intérêt à des structures peut-être intermédiaires, pas forcément CAC 40 ni SBF 120, mais un peu moins dimensionnées, de passer par ce genre de pratique. Après, le freelance, pour le coup, est quand même une pratique assez répandue. Et globalement, c'est quand même, enfin, je pense que là, sur le marché, ça fonctionne plutôt bien, et c'est quand même plutôt visible, quoi, de mon point de vue, hein. Mais ça, on va peut-être en parler avec Jeff après, mais je crois que c'est une image qui est en train de changer un peu. Ça a été le cas il y a encore 3, 4, 5 ans, mais je sais pas. C'est ce que Jeff nous dira juste après dans la Ouais. War Room. Et Ok, alors, ok. la dernière question, on a juste le temps d'ailleurs pour une dernière question. Ouais. Bon, super, hein. Dernière question, et je pense que c'est un freelancer qui nous dit, est-il possible également d'avoir un seul employeur durant 6 mois, puisqu'il nous fait part du fait que son employeur préfère le prendre en CDD plutôt qu'en freelance. Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question ou pas. Alors là, déjà, donc son employeur potentiel souhaite plutôt le prendre en CDD que le prendre en freelance. C'est ça, hein, la Ouais, question. ouais, c'est ça. Ouais, bah, faudra effectivement comprendre pourquoi, parce que là, c'est effectivement voir avec le client globalement ce qui fait qu'il préférait prendre un CDD. Mhm. Parce qu'il faut aussi comprendre que l'intérêt qu'il va y avoir aussi à embaucher quelqu'un, c'est la projection sur le long terme. Quand on embauche quelqu'un, malgré le fait que maintenant il y a beaucoup de gens qui puissent à un moment donné changer de travail rapidement, on va s'inscrire sur quand même sur une durée supérieure à 1 an. On n'embauche pas quelqu'un pour qu'il parte au bout d'1 an. On n'embauche pas un développeur pour qu'une fois qu'il ait compris comment fonctionne tout le SI ou toute la machine, qu'il s'en aille. Donc c'est quand même on s'inscrit dans une durée un peu plus longue. Le freelance, comme on l'a dit, surtout sur les entreprises un petit peu intermédiaires, start-up, va venir ponctuellement, va venir en commando, va venir en task force pour partager ses connaissances et répondre aux besoins. Donc là, c'est le client qui doit effectivement définir s'il souhaite s'inscrire sur le long terme ou si effectivement il a un besoin ponctuel. D'après ce qu'on a compris, d'après ce que je comprends, c'est que je pense que l'employeur potentiel souhaite s'inscrire sur le long terme. Donc là, forcément, une logique de CDI ou de CDD, ça prend son sens. Ouais, ils ont l'impression de verrouiller en fait. Bah, faut pas non, parce que finalement, c'est aussi, faut comprendre qu'il y a des projets qui sont aussi au long cours, que quand on a mis effectivement pas mal de temps aussi, qu'on a passé du temps à former quelqu'un, et puis qui est au courant un petit peu de ce qui se passe techniquement, forcément, on a envie de le garder. Ça peut se comprendre. On peut aussi avoir envie de renouveler avec un freelance la mission plusieurs fois, voilà. Mais bon, je pense pas qu'il y ait logique de verrouillage non plus. Voilà. Magie. Nous avons la magie de l'Internet qui vient de faire disparaître Christelle au profit de Jeff. Ok. Écoute, c'est pas grave, reste avec nous, Jeff. Et en tout cas, merci beaucoup, Hugo, pour toutes ces. Bah, je vous en prie, c'est un plaisir. Super, clair. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres questions derrière, on y répondra plus tard ou dans un prochain. Merci pour tout ça, Hugo. Mais merci à toi, Cyril, merci beaucoup. Bah, Et merci à Christelle aussi, merci beaucoup. Et puis tu peux mettre sur off, comme ça va voir ce que je vais faire moi avec mon nouvel ami. Alors, comment on fait maintenant? Ah, c'est le jeu des chaises musicales. Je vais reprendre la main 2 secondes. Voilà. Donc, là, nous étions avec Hugo qui vient de nous parler pendant une demi-heure de freelancing d'un point de vue très technique et des arguments et les pour et les contre. C'était assez honnête, j'ai bien aimé. Maintenant, on va prendre un petit peu pas de hauteur, mais de recul. Je ne sais pas ce que va nous dire Jeff là-dessus. J'ai hâte. Et ça s'appelle la War Room. Et je vais lancer immédiatement le générique. March along, sing a song with the army of the free. Count the brave, count the true, who have fought to victory. We're the army. Ah, alors, on va changer les noms. Comment ça va, Jeff Mignon? Ah, ça va. Très bien. Est-ce que tu as écouté la prestation de notre ami Hugo? Religieusement. Religieusement. Alors, qu'est-ce que tu as à rajouter sur cette histoire de mutation du salariat et ce qu'on peut rajouter sur ce qu'il a dit?
Oui, je pense qu'il y a deux chiffres que j'aimerais préciser qui ont été posés. On nous a dit, mais le freelancing, c'est pas, pardon, l'outsourcing, est-ce que c'est vraiment pratiqué? Donc, l'outsourcing, ça représente à peu près 89 milliards de dollars dans le monde. La vaste majorité de ce freelancing arrive entre les États-Unis, qui tiennent la majorité du freelancing, pardon, de l'outsourcing, je vais y arriver, Ouais. et l'Europe. Hein. Donc, les deux grands espaces où l'outsourcing est exploité, c'est les États-Unis d'abord et l'Europe ensuite. Mais les États-Unis et l'Europe se tiennent de façon très très proche. Peut-être le deuxième chiffre que j'aimerais donner, c'est un chiffre américain, parce que je n'ai pas les chiffres français. Est-ce que le freelancing, c'est quelque chose qui est en train de devenir commun? Donc aux États-Unis, environ 38% des salariés sont pardon, 38% des gens sur le marché du travail sont freelance. 38%. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, il y a 20 ans, c'était moins de 15%, je crois. Donc, il y a un vrai mouvement vers le freelance. 38% des gens qui sont sur le marché du travail aux États-Unis, ça représente un peu moins 57 et quelque chose millions d'Américains qui sont en freelance. Donc, il y a une vraie tendance au freelance et on va peut-être en parler pourquoi. Et oui, d'ailleurs, est-ce que cette histoire de virus, ça accélère ça, selon toi? Alors, est-ce que ça accélère ça? Je ne sais pas. La réponse est je ne sais pas, mais a priori, ce que je pense ce qui est en train de se passer dans la tête de certaines personnes qui sont en train de travailler à la maison, elles sont en train de se dire, ah ouais, c'est pas mal hein, quand même. Peut-être, les gens sont souvent inquiets de travailler à la maison. Ils se disent, mais alors, je vais pas avoir je vais être isolé, quoi, en gros. Voilà, je pense que c'est l'inquiétude de l'isolation. Et ils sont peut-être en train de se rendre compte. Alors évidemment, maintenant, ceux qui ont des enfants, ils ont les enfants qui courent. D'ailleurs, j'ai enfermé les miens dans un placard, je les ai scotchés. Bravo. Voilà. Mais sinon, je pense que les gens sont en train de réaliser que finalement, travailler à la maison, certaines personnes vont découvrir le confort de le faire. D'accord. Et alors, je t'ai interrompu. Alors, pourquoi, selon toi, ça progresse cette histoire de freelancing dans la société? Ben, je crois qu'il y a deux raisons. Hein. Il y a une raison côté entreprise et puis il y a une raison côté potentiel employé. Donc on va partir de la raison côté entreprise. Côté entreprise, les entreprises ont intérêt à avoir un contrat qui soit un contrat, j'allais dire un contrat de louage, mais un contrat pur et dur commercial entre deux entités qui sont l'entreprise avec une autre entreprise, puisque ces freelances sont souvent auto-entrepreneurs. Donc sur le plan, je dirais, de l'intérêt purement financier et purement RH, il y a ces deux contrats qui peuvent être rompus quand on veut. Il n'y a pas toutes les problématiques qu'on connaît derrière en termes de salariat. Côté salarié, ou côté potentiel salarié, donc côté freelance, ce qu'on note en ce moment, alors moi je suis moins familier avec le marché du travail français, je suis beaucoup plus familier avec le travail du marché américain, mais aux États-Unis, je dirais que dans le contrat de travail classique, il y a un lien de subordination et les gens ont de plus en plus de mal avec ce lien de subordination. Et quand ils sont freelance, ils ont le sentiment de pouvoir être un peu plus eux-mêmes. Voilà, ils ont le sentiment que la relation est plus égale entre eux, qui sont une sorte de petit patron, avec le patron de l'entreprise qui leur parle. Voilà, il y a cette relation je dirais, ils sont mis sur un pied d'égalité et les gens aiment ça. Et je dirais, aux États-Unis, les meilleurs talents sont de plus en plus freelance. Oui, et gagnent beaucoup d'argent en plus. Enfin, c'est des sommes. Alors, alors oui, puisque oui, ils gagnent beaucoup d'argent Plus qu'un salarié. Souvent plus qu'un salarié. Ils maîtrisent leurs vacances, ils maîtrisent leur temps de travail. Et comme le disait Hugo, et peut-être ce sera la question suivante, de toute façon, les gens veulent travailler. C'est pas comme si les gens ils avaient envie de se cacher. Je pense que la notion de confiance dont parle Hugo est essentielle ici. Mais alors le fait qu'il y ait encore des gens dans la question de Christelle qui ne trouvent pas ça populaire, c'est peut-être parce qu'il y a du coup moins de protection sociale, que c'est juste un rapport commercial, que finalement le gars se retrouve assez fragile. Bon, en même temps, il l'a décidé, la plupart du temps. Mais c'est peut-être ça ce qui manque encore de...
de poésie. Mais la fragilité est une illusion parce que du jour au lendemain, on peut être licencié dans une entreprise. Donc, si une entreprise fonctionne, le freelance, c'est pas plus dans la fragilité que le salarié. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est tellement, en plus, dans nos domaines, c'est tellement technologique, c'est tellement difficile de trouver des talents. Quand on les trouve, on n'a pas du tout envie qu'ils s'en aillent. On a plutôt envie qu'ils restent. Donc, voilà. Donc, la fragilité, à mon avis, elle est plus psychologique que réelle. D'accord. C'est beau ça. Oui, parce qu'au fond, quand une entreprise trouve des talents, peu importe le contrat de travail, c'est ça l'idée. C'est pas la nature du contrat qui fait le truc. Oui, et puis, il faut toujours regarder la relation dans les deux sens. Quand on est en technologie, une des difficultés qu'on a, par exemple, c'est de trouver des gens pour travailler sur ce qu'on appelle des legacy systems, des vieux systèmes informatiques. Pourquoi c'est difficile ? C'est parce que les développeurs, les ingénieurs avec qui on travaille, eh bien, ils ont envie de travailler sur une Tesla, ils n'ont pas envie de travailler sur une 2 chevaux. Voilà. Et donc, on a du mal, les entreprises ont du mal à trouver des talents. Elles ont du mal à trouver des talents qui veulent travailler dans des entreprises classiques, pour commencer. 2, sur des legacy systems, des vieux systèmes. Et donc, le freelance, il gagne en liberté là-dessus, par rapport aux salariés. Quand on se retrouve dans une entreprise sur un système qu'on n'aime pas, pourquoi et qu'on est coincé par son contrat de travail, le freelance, il a ce luxe de dire bon ben ok, c'est pas un truc pour moi, voilà. Mais à l'inverse, si le mec qui crée un business autour de legacy, il devient très très riche, là. Si j'ai bien compris. Il devient très très riche. Les Indiens sont assez. On parlait d'IT outsourcing, et les Indiens en IT outsourcing sont assez spécialisés sur les legacy systems. Et oui, en effet, ils tirent leur marron du feu. Oh. Ça c'est rigolo. Bon, et ben écoute Jeff, merci beaucoup. C'était une belle jolie petite war room. Et donc toi, juste après, tu vas nous faire un webinar. Ça c'est la première de la saison d'ailleurs. Il va parler de quoi ce webinaire? Parce qu'on va quand même demander aux gens de nous regarder, nous déconnecter, d'attendre pour se reconnecter. Donc tu as intérêt à leur bien expliquer pourquoi ils vont faire ça. Oui, alors ce webinaire, il va parler d'un système de réunion qui permet collectivement de prendre des décisions. Et ça s'appelle le Growth Jam. Alors c'est vraiment un webinaire, là pour le coup, il n'y aura pas de questions et de réponses, enfin en tout cas avec toi. Ça va être ce qu'on peut appeler traditionnellement plus une classe. Vous pourrez intervenir dans les commentaires pour m'arrêter à tout moment. Et en tout cas, c'est Christelle qui m'arrêtera à tout moment pour me poser des questions. Et donc, je vais expliquer comment, en 1h30, une équipe peut prendre des décisions très rapidement. Dans les entreprises, tout le monde le sait, ceux qui nous regardent le savent, on passe des heures et des heures à tourner en rond sur des prises de décision. Et souvent, la raison pour laquelle c'est très difficile, c'est parce que les gens n'ont pas de structure de prise de décision. Ils ne savent pas comment on peut organiser une réunion qui permet de prendre des décisions. Donc ce Growth Jam, c'est cette structure, c'est cette discipline qui permet de prendre des décisions. Et vous allez voir, c'est assez étonnant, parce qu'on a un concept qui s'appelle seul ensemble, et c'est l'inverse du brainstorming. C'est-à-dire que les gens n'échangent pas. Dans cette réunion, les gens qui viennent dans ces Growth Jam, ils sont toujours choqués. D'abord, ils n'ont pas le droit d'amener leur ordinateur. Ensuite, ils n'ont pas le droit d'amener leur téléphone. Enfin, ils n'ont pas le droit de parler. Seulement quand on leur demande de parler. Donc, il n'y a pas d'échange. Et ce qui compte, c'est le résultat à la fin. C'est 1h30, hyper efficace. Vous allez adorer. On se retrouve tout à l'heure. C'est canon ça, moi j'ai regardé. Eh ben écoutez, je dis au revoir à tout le monde pour moi, pour ma part. On se retrouve mardi à 17h. Je vais tout déconnecter, balancer le générique et c'est toi qui t'occupes de la suite. C'est ça, Jeff, hein? C'est ça, c'est moi qui m'occupe de la suite. Et puis, j'ai le trac là, parce que je n'ai jamais fait encore. Bon, merci. Au revoir les gens. À tout de suite. À très vite pour...